Dans cette vidéo, nous abordons les principes de prise en charge des syndromes des loges. La présentation a été réalisée par le docteur Sébastien Rodriguez, sous ma direction. Le syndrome de loge est une situation conflictuelle entre un contenant peu extensible, la loge ou le compartiment, et un contenu expansible, le muscle. Les syndromes des loges ont en commun une élévation de la pression intracompartimentale. Celle-ci entraîne une réduction de la perfusion capillaire, avec des risques de lésions ischémiques irréversibles du contenu de la loge, c'est-à-dire des muscles et des nerfs. Le syndrome des loges a une incidence de 7,3 pour 100 000 hommes. Il survient principalement chez les patients de moins de 35 ans, du fait de leur plus grande implication dans les accidents de la voie publique à haute cinétique. Les hommes sont plus fréquemment impliqués que les femmes dans le syndrome des loges, ce qui peut s'expliquer par une masse musculaire intracompartimentale relativement plus importante. Il existe de nombreuses étiologies, mais le syndrome des loges est associé dans un peu moins de 70% des cas à une fracture. Dans les principaux facteurs de risque associés au syndrome des loges, on retrouve les traumatismes à haute cinétique, notamment avec les mécanismes en compression, la prise d'anticoagulants ainsi que les hémopathies augmenteraient le risque de saignement intracompartimental, donc favoriseraient l'augmentation de la pression. Et enfin, les immobilisations externes par contention ou par plâtre trop rigide favoriseraient également le syndrome des loges. Il existe d'autres causes plus rares, comme la revascularisation, les morsures de serpents et les brûlures. Une loge musculaire est définie comme tout espace cloisonné par des aponevroses contenant un composant musculaire accompagné d'éléments vasculo-nerveux. Ces aponevroses sont des parois rigides qui sont inextensibles. Les muscles contenus au sein de cette loge ainsi que les éléments vasculo-nerveux sont quant à eux extensibles. On considère que la pression intramusculaire normale se situe entre 0 et 10 mm de mercure. Le remplissage des capillaires se fait principalement en diastole. Lorsque la pression tissulaire se rapproche de la pression diastolique, le flux sanguin capillaire cesse. Un certain nombre d'études ont montré que si la pression artérielle diastolique n'est pas supérieure de plus de 30 mm de mercure à la pression tissulaire, le flux sanguin capillaire compartimental est significativement obstrué et une hypoxie sévère se produit dans les tissus musculaires et nerveux. Cette obstruction des capillaires sera responsable d'une ischémie musculaire qui s'installera dès les premières minutes. Puis, cette ischémie musculaire sera source d'un œdème cytotoxique, signe de souffrance des cellules musculaires. Cet œdème sera à son tour responsable d'une élévation de la pression au sein de la loge, ce qui entraînera une diminution du flux capillaire par compression des vaisseaux, qui augmentera l'ischémie musculaire à son tour. Nous sommes donc face à un cercle vicieux où le syndrome des loges s'auto-entretient via les différents mécanismes que nous venons de voir. Avant d'établir le diagnostic du syndrome des loges et d'en évoquer le traitement, il faut réfléchir à un ensemble d'éléments. Tout d'abord le contexte qui doit nous faire penser à un syndrome des loges avec toutes les notions épidémiologiques que nous avons vues précédemment, par exemple un AVP à haute cinétique chez un homme jeune présentant une fracture de la diaphyse du tibia. Puis un examen clinique dont nous détaillerons les différents éléments un peu plus tard. Et enfin, la mesure du compartiment des différentes loges à travers un capteur nous permettra d'affirmer le diagnostic. C'est l'ensemble de ces points qui doit nous orienter vers un syndrome des loges. Lors d'une suspicion d'un syndrome des loges, il faudra rechercher 4 signes de manière systématique. Toutefois, aucun d'eux n'est obligatoire et parfois, ils peuvent être absents. La douleur est le premier des signes cliniques à apparaître. Il s'agit d'une douleur d'apparition rapidement progressive et résistante au palier 3. Toutefois, cette douleur peut être absente, notamment chez le patient intubé ventilé. D'un point de vue neurologique, on aura dans un premier temps une hypoesthésie des territoires nerveux se trouvant dans la loge, puis l'apparition d'un déficit moteur de ces nerfs. Une rigidité de bois apparaît de manière concomitante à la symptomatologie neurologique. Afin d'éliminer les différents diagnostics différentiels, notamment les causes vasculaires, qui peuvent tout à fait reproduire ces différents symptômes, il faut systématiquement rechercher les bouts périphériques. Ces derniers sont toujours conservés car il s'agit d'une ischémie capillaire. Nous allons maintenant détailler 3 principales localisations du syndrome des loges, la cuisse, la jambe, puis l'avant-bras. On retrouvera donc une cuisse augmentée de volume, avec une rigidité de bois, ainsi que des douleurs et des symptômes neurologiques qui vont varier en fonction de la loge atteinte. Il existe 3 compartiments au sein de la cuisse avec le compartiment antérieur, le compartiment postérieur et le compartiment des adducteurs que nous allons détailler maintenant. Dans ce compartiment antérieur, on retrouve le sartorius, ainsi que le quadriceps formé du droit antérieur, du vaste interne et du vaste externe. Cliniquement, la douleur sera majorée à la flexion du genou.
D'un point de vue neurologique, on retrouve le nerf fémoral, qui se traduira par une hypoesthésie de la face antérieure de la cuisse et du territoire du nerf saphène. D'un point de vue moteur, on aura donc un déficit de la flexion de cuisse et de l'extension de jambe. Au sein du compartiment postérieur, on retrouvera le chef court et le chef long du biceps fémoral, ainsi que le semi-tendineux et le semi-membraneux. Cliniquement, la douleur sera accentuée à l'extension du genou. Circule au sein de cette loge le nerf sciatique, qui permet la sensibilité de la partie postérieure et latérale de la jambe, ainsi que l'ensemble du pied. D'un point de vue moteur, on pourra donc retrouver un déficit de la dorsiflexion plantaire et de la flexion de jambe. Enfin, dans la loge médiale, on retrouvera le long adducteur, le grand adducteur ainsi que le gracile. Cliniquement, la douleur sera accentuée lors des mouvements d'abduction. Il passe le nerf obturateur qui traduira un déficit de la face antéro-interne de la cuisse jusqu'au genou, et d'un point de vue moteur, on aura un déficit de l'adduction. Nous allons maintenant voir comment se traduit cliniquement un syndrome des loges de la jambe. On aura cette fois-ci 4 compartiments, le compartiment antérieur, le compartiment latéral et le compartiment postérieur qui est divisé en compartiments postérieur superficiel et postérieur profond. Tout d'abord, la loge antérieure. On retrouvera le tibial antérieur, le long extenseur de l'hallux et le long extenseur des orteils, avec une douleur qui sera majorée à la flexion plantaire. Au sein de cette loge se trouve le nerf fibulaire profond, le SPE, qui se traduira par un déficit de la dorsiflexion du pied. Le compartiment postérieur profond comprend le muscle tibial postérieur, le long fléchisseur de l'hallux et le long fléchisseur des orteils. Le compartiment postérieur superficiel comprend lui le muscle solaire et le gastronémien. Circule ici le nerf tibial, le SPI, qui traduira une hypoesthésie de la face dorsale de la jambe ainsi qu'un déficit de la flexion plantaire. Et enfin, le compartiment latéral qui comprend le long et le court fibulaire, permettant une éversion du pied ainsi qu'une dorsiflexion. Circule ici le nerf fibulaire superficiel qui donne des rameaux sensitifs sur la partie latérale de la cheville et le dos du pied. Au niveau de l'avant-bras, on aura 3 compartiments, le compartiment antérieur séparé en plan profond et plan superficiel, le compartiment postérieur ainsi que le compartiment latéral qui fait rarement l'objet d'un syndrome des loges. Au niveau du plan profond de la loge antérieure, on aura le fléchisseur profond des doigts, le long fléchisseur du pouce ainsi que le carré pronateur. Dans le plan superficiel, on retrouvera le fléchisseur superficiel des doigts, le fléchisseur ulnaire du carpe, le fléchisseur radial du carpe, le rond pronateur ainsi que le long palmaire. Au sein de ces 2 compartiments circulent le nerf médian, le nerf ulnaire ainsi que l'interosseux antérieur. Au niveau de la loge postérieure, on retrouvera le long extenseur du pouce, le court extenseur du pouce, le long abducteur du pouce, l'extenseur ulnaire du carpe, ainsi que les extenseurs des doigts. Circule au sein de cette loge l'interosseux postérieur. Et enfin, dans le compartiment latéral, on retrouvera le brachioradial, le court et le long extenseur radial du carpe. Il circulera le nerf radial. Le diagnostic du syndrome des loges est un diagnostic clinique, avec les différents éléments que nous avons vus précédemment. Aucun examen complémentaire ne doit retarder la prise en charge. Toutefois, il existe un geste simple et rapide permettant d'affirmer votre hypothèse. Il suffit de prendre une tension artérielle afin d'obtenir la pression diastolique du patient, ainsi qu'à l'aide de cet appareil de mesurer la pression intracompartimentale au sein de toutes les loges du membre incriminé. Puis il faut simplement appliquer cette formule qui est la pression diastolique mesurée moins la pression intracompartimentale mesurée afin d'obtenir ce delta P. La valeur seuil de ce delta P retenue par de nombreuses études est 30 mm de mercure. Si l'on retrouve un différentiel supérieur à 30 mm de mercure, cela signifie que le capillaire n'est pas obstrué et qu'il n'y a pas d'hypoxie cellulaire, donc pas de syndrome des loges. Si maintenant ce différentiel est inférieur à 30, cela signifie que le capillaire n'a pas une pression suffisante pour irriguer le muscle et nous sommes donc face à un syndrome des loges. La radiographie n'est pas une aide au diagnostic, mais elle permet d'orienter l'étiologie du syndrome des loges. Si on suspecte une fracture, on se doit de réaliser une radiographie si elle est réalisable rapidement. Si l'on retrouve une fracture associée à un syndrome des loges, il est recommandé de stabiliser la fracture lors du passage au bloc, soit par fixation externe, soit par enclouage. Les plaques sont déconseillées du fait de l'exposition liée aux aponeurotomies. L'imagerie par résonance magnétique ne doit pas se réaliser sauf si doute diagnostique ou si nécessité pour une autre cause. Toutefois, si l'IRM est réalisé, on retrouvera comme sur cette coupe en séquence T1 une souffrance musculaire avec un œdème au sein de la loge, ainsi qu'une irrégularité de l'aponévrose qui montre que celle-ci est en tension. Enfin, l'angioscanner qui doit seulement être réalisé si l'on a un doute avec une étiologie vasculaire. Tout l'enjeu de la prise en charge d'un syndrome des loges est le timing. Plus celui-ci sera long, plus le risque de séquelles sera important. En effet, dans les 4 premières heures après le début des symptômes, l'ischémie musculaire et les lésions vasculo-nerveuses sont dans la majorité des cas réversibles.
Entre 4 et 8 heures, une nécrose musculaire étendue s'installe et l'aponeurotomie des compartiments musculaires impliqués est peu susceptible d'éviter des séquelles. De même, tout nerf périphérique traversant le compartiment est susceptible de souffrir d'une altération fonctionnelle permanente. Au-delà de 8 heures, la plupart des lésions sont irréversibles. Nous sommes face à un syndrome des loges dépassé. Il existe des preuves dans la littérature que dans les cas retardés où il y a déjà une mort musculaire très importante, l'aponeurotomie serait trop à risque d'infection. C'est pourquoi dès la suspicion diagnostique, il faut absolument éviter toute perte de temps afin d'éviter un maximum de séquelles. Le traitement du syndrome des loges, qu'il soit au membre supérieur ou au membre inférieur, est commun. Il s'agit de l'aponeurotomie en urgence au bloc opératoire. Au niveau de la cuisse, il existe une voie d'abord qui est une approche antérolatérale. Il faudra réaliser une incision allant du grand trochanter jusqu'au condyle homolatéral. Il faudra ensuite inciser le fascia lata sur toute sa longueur avant d'arriver sur le vaste latéral. Il faudra ensuite récliner le vaste latéral vers le haut afin d'accéder au septum intermusculaire pour décomprimer la loge postérieure. On peut ajouter une incision médiale pour la décompression du compartiment des adducteurs, mais ce dernier est rarement mis en cause lors d'un syndrome des loges de la cuisse. Au niveau de la jambe, il existe différentes voies d'abord. Nous allons décrire l'approche de Madsen qui, en une incision cutanée, permet de décomprimer les 4 différentes loges. La voie de Madsen est une approche antérolatérale avec une incision cutanée qui doit aller du col du péroné jusqu'à la malléole latérale. On accède ainsi au compartiment latéral. Il suffit de récliner la peau vers le haut pour ouvrir le compartiment antérieur et la peau vers le bas pour ouvrir le compartiment postérieur superficiel. Puis, en allant chercher la fibula en passant derrière le compartiment latéral et en avant du compartiment postérieur superficiel, on retrouve le compartiment postérieur profond qu'il faut inciser sur toute sa longueur afin de le décomprimer. Au niveau de l'avant-bras, le dessin de l'incision commence 1 cm au-dessus et 2 cm en dehors de l'épitroclé. Elle traverse obliquement la fossette antérieure du coude et rejoint la ligne médiane à l'union du tiers moyen et du tiers inférieur de l'avant-bras. Au poignet, elle reste du côté ulnaire du long palmaire pour éviter une atteinte de la branche ténarienne sensitive du nerf médian, et elle doit cheminer dans l'axe du 4e rayon. On accède au fascia superficiel qu'on ouvre, puis au niveau du tiers moyen, entre l'artère radiale et le fléchisseur radial du carpe, on accède ainsi au compartiment profond. La voie d'abord de décompression de la loge dorsale est verticale, en pleine face postérieure. Elle commence à 2 cm en position distale par rapport à l'épicondyle et s'arrête à 7 cm au-dessus du poignet. Le fascia est incisé sur toute la longueur de l'incision cutanée. La décompression de la loge postérieure suffit en général à décomprimer la loge latérale. En post-opératoire, il vaut mieux essayer une suture cutanée secondaire précoce plutôt qu'une couverture de greffe de peau. Ceci n'est autorisé que s'il peut être réalisé sans tension cutanée. Il est déconseillé aux fumeurs dont la capacité de cicatrisation des tissus mous est altérée. Le second passage au bloc opératoire doit se faire 48 à 72 heures après l'aponeurotomie. Si la fermeture est possible, elle sera réalisée à ce moment-là. Si elle n'est pas possible et qu'un geste de greffe cutanée est envisagé, la mise en place d'un VAC est possible afin de faire bourgeonner les tissus pendant plusieurs semaines. Les zones manifestement nécrotiques doivent être excisées à ce moment-là. Il faut savoir que l'appréciation de la vitalité tissulaire est plus aisée à formuler à ce moment-là qu'initialement. Nous allons voir maintenant les quelques complications majeures que peut engendrer un syndrome des loges, ainsi que les différents paramètres qu'il faut monitorer et surveiller en post-opératoire. L'infection, qui peut être d'origine iatrogène via l'aponeurotomie, mais qui peut également provenir de la nécrose musculaire qui va faire le lit de l'infection. L'ischémie musculaire sera source de rhabdomyolyse, et cette rhabdomyolyse pourra engendrer différents troubles ioniques, notamment une hypercalémie qu'il faudra savoir surveiller afin d'éviter tout trouble du rythme cardiaque. On pourra également avoir une insuffisance rénale aiguë. Lors d'un syndrome des loges constitué, il existe à peu près 50% de séquelles à type de déficit sensitif au moteur dans la littérature. Cela est conditionné par le délai de la prise en charge. Un des risques les plus redoutés est l'amputation. Celle-ci se retrouve chez environ 10% des patients avec un syndrome des loges constitué. L'ischémie prolongée peut provoquer le syndrome de Volkmann, qui est une manifestation anatomoclinique caractérisée par une rétraction ischémique aboutissant à une déformation définitive, caractéristique en forme de griffe. On pourra également retrouver à type de séquelles des déficits sensitifs au moteur en fonction du territoire nerveux qui est atteint. Pour conclure, nous allons voir les 4 points clés de ce topo. 30 mm de mercure qui est la valeur cutoff afin de diagnostiquer un syndrome des loges. Un délai de prise en charge qui doit être le plus rapide possible, idéalement dans les 4 premières heures après le début des symptômes pour espérer une réversibilité des lésions, sinon entre 4 et 8 heures pour une réversibilité partielle. 3 localisations principales que nous avons décrites, la cuisse, la jambe
ainsi que l'avant-bras. Et enfin, les 4 signes que nous avons vus qui permettent le diagnostic clinique du syndrome des loges, à savoir la douleur, les symptômes neurologiques, la rigidité de bois, ainsi que la conservation des peaux périphériques. Merci d'avoir vu cette vidéo. Vous pouvez continuer de suivre l'actualité scientifique de notre département en vous abonnant à notre chaîne Autorev Stream. Merci et à bientôt.